Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille, ici Clemzer pour cet épisode 24 du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Ah, allez, il allait sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois Yazid Assoumani, humoriste parisien qui a joué son spectacle tout l'été au Point Virgule et qui arpente globalement tous les comédie clubs de la capitale. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de stand-up, mais de musique et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Comment tu vas, Yazid ? Moi, ça va. Écoute, là, tu m'as dit que l'épisode, il allait être diffusé à peu près vers septembre. Ouais, début septembre. Ouais, bah là, on est actuellement fin juillet et je suis mort de fatigue parce que je sors de là-bas. Je déménage, là. Ouais. Et donc là, je suis encore dans les cartons. J'ai dormi super tard. J'ai dormi à 4h du matin, je crois. Ah ouais. Ouais. Et puis, je me suis réveillé à 8h parce que justement, il y a un technicien fibre qui doit venir pour la Free. C'est la deuxième fois qu'il se transforme, enfin, qui se déplace. Et toujours pas Internet. Donc, j'ai 4 heures de sommeil dans les jambes et j'ai encore des cartons parce que j'ai l'impression que c'est interminable. Ouais. Mais bon, ça va. Sinon, ça va. Ça y est, c'est fini Aubervilliers, là. Fini. J'ai fait l'état des lieux hier. C'est fini. J'ai donné la clé à la propriétaire. J'ai dit ciao. En plus, moi, j'habitais au 6e étage sans ascenseur. Et là, quand j'ai monté les 6 étages, j'étais avec ma femme et je lui ai dit c'est la dernière fois qu'on les monte. Donc, voilà. C'est terminé Aubervilliers. J'y retournerai pour faire du basket, mais sinon. Ok, bah ça, on va en parler après. Allez, mais attends. Mais donc toi, pour te présenter rapidos, t'es stand-upper. Là, du coup, t'es en plein spectacle tout l'été au Point Virgule. Ouais. C'est la première fois que tu joues autant ton spectacle avec une aussi grosse régularité ou... Ouais. J'ai eu, j'étais allé à peu près 3 ans. J'ai eu le premier spectacle que j'avais joué pendant 3 mois à la Petite Loge. Et j'ai été 1 semaine sur 2 pendant 3 mois. Donc, elle n'a rien à voir. J'étais là toutes les semaines depuis janvier. Et ça fait vraiment la diff de pouvoir le jouer toutes les semaines sur un temps aussi long. Et en fait, même sans forcément se poser pour le travailler, faire des sessions d'écriture, en fait, à force de le jouer, tu développes une aisance sur scène, tu comprends ce que tu veux dire, ce que tu veux pas dire, et ce qui marche pas, comment l'expliquer. Et du coup, j'arrive j'ai l'impression que le spectacle que j'avais initialement écrit, là, c'était il y a plus d'1 an, il n'a plus rien à voir là, avec ce que je fais maintenant. Et j'ai l'impression que je me suis encore amélioré, donc je suis trop content. Ouais. T'es sur la pente. Ça régale, on attend le buzz. Mais ça attends la sortie du podcast. Là, normalement, J+2 après le podcast, non, c'est bon. Let's go. Mais aujourd'hui, là, on a parlé un peu de stand-up, mais on n'est pas là pour parler de ça globalement. Yeah. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre art que tu aimes particulièrement, la musique. Ouais, j'adore ça, mec. La musique, il y a plein de trucs dont j'ai envie de te parler. Là, j'ai préparé plein de thèmes un peu. Ouais. Mais le début du podcast, c'est toujours un peu voir c'est quoi tes premiers rapports à la musique. Donc toi, qu'est-ce que t'écoutais à la maison et tout, avec les darons? Qu'est-ce qu'on t'a fait écouter? Est-ce que t'as écouté vite de la musique par toi-même? Et je te jure que là, en plus, justement, sur le chemin, j'étais en train de me poser la question à mon rapport à la musique, parce que là, j'ai l'impression que je suis dans une phase, en tout cas, où j'écoute beaucoup moins de rap qu'avant. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que j'ai toujours écouté du rap? Et en fait, il me semble que non. Parce que quand j'étais plus petit, moi, j'avais pas de grand frère. J'avais ma cousine qui était plus grande que moi, qui me faisait écouter ses musiques à elle. Elle me disait que c'était du rap américain, mais elle me l'a dit, mais moi, j'en ai aucun souvenir. Et donc, mon rapport à la musique, en tout cas quand j'étais petit, en primaire, par exemple, c'était la radio, la télé, M6 Musique, Star Academy, tu vois. J'écoutais ça jusqu'à 11-12 ans. Et à 12 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir un ordinateur, Internet. Et j'écoutais quand même un peu de rap, mais le rap qui passait à la télé, quoi. Et je me rappelle, en fait, que c'est vraiment la transition vers le rap, elle a été... c'est vraiment... Il y avait sur MCM, il y avait une carte blanche à Soprano. Okay. Et Soprano, il était devant un fauteuil, une caméra, et il donnait des sons qu'il aimait bien, et il expliquait pourquoi il les aimait bien. Et il m'a fait découvrir un son de Michael Jackson. C'était What About Us. C'est vraiment qu'il m'a fait découvrir. Et là aussi, dans cette carte blanche, parlait du son Banlieusard de Kerry James. Et donc, c'était la première fois que moi j'écoutais ce son-là. Et j'avais adoré. Et en fait, après, j'avais un ordinateur, j'ai tapé Kerry James, Banlieusard. Il était en train de sortir un nouvel album. J'écoutais Planète Rap. Donc j'entendais les sons de son nouvel album, je regardais les clips à l'ombre du show business. Et c'est là en fait où j'ai commencé à rentrer dans le rap, tu vois. Ouais. C'est grâce à Kerry James.
en 2007, je dirais. J'avais 12 ans. Et voilà. Attends, là, t'as passé vite quand même sur l'enfance et tout. Mais Ouais. ça veut dire que t'écoutais quoi? C'était la pop? C'était Quand quoi j'étais petit, c'était ça. Hein. les premiers sons que tu te rappelles Vraiment, qui t'ont marqué et tout Ouais, je te dirais la Star Academy, hein, quoi. Vraiment, Ah je ouais. te jure, Monday, tu vois, c'est ça que j'écoutais. J'écoutais ça à fond. Quand j'étais petit, j'écoutais quoi encore? Les sons de mes parents aussi, tu vois. Ouais. De la musique comorienne, de la musique aussi malgache, parce que mon papa, il a grandi à Madagascar. Ils écoutaient beaucoup de musique à la maison Ouais, mon papa, ouais. Beaucoup de musique. Il avait vraiment une mini radio où il mettait une cassette ou un CD et il y avait de la musique qui tournait. Et je l'entendais des fois, il me disait, je peux pas me passer de musique, quoi. C'est vraiment musique à fond. Et des fois, il mettait de la musique sur un CD à la télé et il descendait dans la chambre, mais on n'avait pas le droit d'enlever la musique qui était au salon. C'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des... Nous, on est un peu la génération où des darons, des fois, ils ont du mal à communiquer et c'est un peu leur moyen de communication. Ouais, non, ça va. Mon papa, il communiquait beaucoup. Hein. Franchement, on communiquait beaucoup. On avait plein de trucs à se dire et ça, c'était génial. J'ai l'impression d'avoir gardé ça aussi, donc je suis content. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, par rapport à la musique, je sais même pas s'il était dans un désir de transmission. Je pense même pas. C'est juste qu'il adorait ces musiques-là. Il les écoutait parce que lui, ça le faisait plaisir. On aime, on n'aime pas, il s'en fout. Je me rappelle, une fois, d'ailleurs, il y avait un son, dans le CD qui était en train de tourner, il y avait un son que j'avais bien aimé. Du coup, j'ai rembobiné le son 2-3 fois. Ah ouais. Et j'aimais bien le son. Et mon père, il revient, il me dit, mais pourquoi tu rembobines? Je dis, j'aime bien. Il me dit, non, mais il y a d'autres sons, en fait. Lui, il veut tout écouter. Il s'en fout que moi, j'aime bien ou pas, quoi, tu vois. Donc, non, je pense que c'était juste pour son plaisir et ça m'a un peu transmis l'amour de la musique, quoi. C'est vrai que quand j'ai vécu seul, les 5 dernières années, j'avais tout le temps de la musique dans les oreilles. Ah ouais? Ouais, tout le temps. Jamais de silence? Ouais, c'était rare. C'était vraiment des fois, au bout d'un moment, peut-être fin de journée, je me suis dit, mais attends, j'ai eu aucun moment de silence. Donc, je posais mes écouteurs, je mettais mon téléphone sur le côté et vas-y, j'écoutais un peu. C'était des travaux, il n'y avait pas grand-chose à écouter, mais ouais, c'est vrai que c'était beaucoup de musique dans les oreilles. Mais attends, là je repense, mais dans la Star Academy, moi je sais pas si, du coup on est la même génération, mais moi il y avait une saison avec Mathieu Edwards. Je me rappelle pas. C'était un Renoir, c'est des tresses, il était trop stylé. Ah oui. Il avait été en finale, et vraiment, genre, il était trop stylé, tu vois. Et je m'étais dit, putain, moi je veux un dourag. Ah, tu vois, ok, oui, je me rappelle, oui, mais attends, on était vers le collège. Ouais. À ce moment-là, si, je me rappelle. C'est lui qui m'a appris l'expression « ça me fout le seum ». Ah ouais. Parce que je regardais la Star Academy et je sais pas, il faisait un truc, il était énervé, il a dit ça me fout le seum, ça. Je savais pas ce que ça voulait dire et je l'ai dit parce que je le trouvais trop stylé. Je me rappelle. Il avait été en finale contre Quentin Mosiman. Quentin Mosiman, ouais, carrément, ouais, je me rappelle. Il y a que Quentin Mosiman qui a fait une carrière. Ouais, encore, elle était un peu courte. Hein. À l'époque aussi, il y avait Nolwenn Leroy quand même. Elle a gagné, c'est resté une big star, mais Houssine. Ouais. On peut le dire, il a été volé. Oui. C'était la première fois de toute notre histoire, dans notre famille, il y a des gens qui ont pris le téléphone pour voter à la Star Academy. On a voté Houssine. On l'a jamais fait. Et il gagne pas, c'est un truc de fou. C'était un investissement raté. Ouais, de zinzin. Ah, putain, mais ça me ramène plein de trucs. Mais après, t'as écouté du rap français? Ouais. Alors que le premier truc, c'était rap américain par ta cousine. Ma cousine me disait qu'elle me faisait écouter du rap américain, mais j'en ai aucun souvenir, en fait. Et quand t'écoutes du rap français, c'est vraiment en mode les paroles? Ouais. En tout cas, quand j'ai commencé à écouter du rap français... C'était Kerry James. En plus, j'avais 12 ans, frère. J'écoutais, mais j'avais des problèmes d'adulte, tu sais, quand j'écoutais. C'était un truc de fou, frère. J'écoutais Banlieusard, je devenais fou. Je me disais, on n'est pas condamné à l'échec. En plus, j'étais un bon élève à l'école, tu sais. J'avais 15 de moyenne et j'étais là... assassiné, incarcéré. Je connaissais personne qui était en prison. Mais tu sais, j'étais rentré dans le schéma du... En plus, j'habitais à Nantes. Moi, j'ai grandi à Nantes. Ouais. Et j'étais en mode, je suis même pas un banlieusard. Mais j'ai kiffé, tu vois. Mais c'est vrai que mon premier rapport, en tout cas au rap français, c'était vraiment le rap qu'on va catégoriser de rap conscient, tu vois. Ouais. C'est ça que j'écoutais beaucoup. Et même, j'écoutais aussi, j'avais grandi avec Rof quand même. Parce que, Comorien, Soprano, les psychiatres de la rime. Et même ces sons-là, les sons qui sortaient à l'époque, c'était quand même beaucoup... Ok, il y avait un peu de sons pour s'amuser, pour l'ambiance, mais ça restait quand même des sons avec du texte, entre guillemets, quoi. Ah, les 8 minutes de Testament, machin. Testament, on peut le dire.
meilleur morceau de l'histoire du rap français. Voilà, je l'ai dit. Bah, il l'a dit. Si vous n'êtes pas content, dites-le en commentaire. Mais Et en fait, parce que du coup, t'es à Nantes. Moi, je pensais que t'avais grandi un peu à Marseille aussi. non, je suis né à Marseille. Ok. Mais j'ai grandi à Nantes depuis la maternelle, en fait. Hein. Ok. J'ai vraiment aucun souvenir de... T'as pas beaucoup de rap local à l'époque. Non, mais tu sais que j'écoutais beaucoup de rap marseillais au collège. Hein. Ouais. Beaucoup de rap marseillais parce que ambiance psychiatre de la rime. Et donc, j'écoutais tout ce qu'il y avait à côté. Et j'ai une anecdote de zinzin, frère. Vas-y. Vincenzo. Il avait sorti à l'époque une mixtape qui s'appelait Vue des blocs 3. Et à l'époque, moi, je commençais tout juste à comprendre comment ça se passait pour mettre des musiques sur YouTube. Et donc, il y a une musique de Vincenzo en featuring avec les psychiatres de la rime dans Vue des blocs 3 qui s'appelle On se relève des balles. J'avais téléchargé la mixtape illégalement et j'avais mis le morceau sur YouTube. Et le son, il y a encore, et je crois qu'il a 200 000 vues. Et c'est le seul extrait, le son, tu peux le retrouver nulle part, à part sur mon ancienne chaîne YouTube, il y est là. Ah, toi, tu t'uploadais sur ta C'est chaîne moi, YouTube. j'avais uploadé sur ma chaîne YouTube, Ok. et c'était en plus avec le visuel et tout. Hein. C'est vraiment Vincenzo, on se fit, psychiatre de la rime, on se relève des balles. Et en plus, il y avait le gars qui avait fait l'instru, qui m'avait... qui m'avait envoyé un message. Mais est-ce que tu peux juste me créditer pour l'instru? Je dis, oh, bien sûr, il n'y a pas de souci, quoi. Ah ouais. Et le son, il y a encore. Et on le retrouve nulle part parce que la mixtape, elle n'a pas été écoutée. Et Vincenzo, à part peut-être il y a des gens qui écoutaient un peu, mais en plus, c'était son projet solo à lui, tu vois. Et bref, il y a encore, et c'est moi. Voilà, Ok. je l'ai dit. Putain, toi, tu fais beaucoup pour la culture. Et ouais, il y a quelques sons encore qui y sont, mais ouais, et j'ai perdu les codes, donc... Ah ouais, donc Ouais, tu ouais. peux même pas la retirer. Non. Et le label de Vincenzo ne s'est pas penché sur la question. Ils ont même pas essayé. Le son, il est même pas sur Spotify, frère. Ah Il ouais. est que sur YouTube. Ouais, il y a plein de sons de l'époque, tu l'as que sur les mixtapes. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est grâce à moi. C'est incroyable. Et justement, j'allais te demander comment t'écoutais la musique, parce que ton père, c'était très CD et tout, t'as dit. Ouais. Mais est-ce que toi, du coup, t'as cette culture un peu du CD ou c'était full Non. piratage? Non, le premier CD que j'ai acheté, c'était... j'étais étudiant, peut-être, ou en fin d'études. C'était Brave. C'était l'album... purée, je crois que c'était Error 404. Je crois que c'était Ok. celui-là. Et donc, tu vois, j'avais peut-être 22, 23 ans. Et ensuite, j'ai racheté un autre CD. C'était il y a 2-3 ans. C'était le CD de Joker, New York City. Ok. Donc, vraiment, j'écoutais... En plus, le CD de Joker, il est encore chez moi. Il est sous emballage. En vrai, je ne l'ai jamais déballé. Parce que le son, j'ai Spotify. J'écoute sur Spotify, tu vois. Ouais. Donc, évidemment, moi, quand j'étais petit, au début, les sons, je les découvrais... j'écoutais beaucoup la radio. Beaucoup Skyrock, mais pas que. Mais beaucoup Skyrock, en vrai, quand j'étais adolescent. Et ensuite, quand j'ai eu le premier MP3, Emule, tout ça, là. LimeWire. Méga Upload, ouais, LimeWire et tout ça, frère, Torrent, j'étais dans tout ça. Et je m'étais dans le MP3. Ceux qui étaient sur des torrents, c'était ceux qui maîtrisaient vraiment bien quand même. Ouais, je comprenais pas bien, moi, je vais pas te mentir. Ok. Hein. Mais c'est mon cousin qui était un peu plus chaud que moi niveau informatique. Il regardait déjà des mangas en streaming. C'était en quelle année? C'était en 2005. Ouais. 2005-2006. Il y avait tellement peu de sites de streaming. Il était déjà à fond dedans, il s'y connaissait. Il téléchargeait même des fois des épisodes de manga. Et c'était galère les téléchargements, ça pouvait prendre 2-3 heures et tout. Mais bref, il s'y connaissait de fou. Et celui qui m'avait parlé des torrents, il me semble. Et donc, en grandissant, là, t'étais sur le rap français, Kerry James, rap conscient. Ouais. Mais plus tu vieillis, est-ce que tu t'élargis un peu le spectre à d'autres styles de rap, tu sais, des trucs un peu plus Ouais, festifs? Parce qu'après, bien sûr. nous, du coup, c'était il y a 10 ans. Mm. Genre, il y a Jul qui émerge, il y a des Ouais. trucs un peu qui se prennent moins la tête. Ouais, carrément, oui, je suis passé par là, bien entendu. Je pense, après, c'est quand même... même moi, j'ai évolué dans ma vie, quoi, tu vois. Parce que des fois, ces rappeurs qui racontaient des trains de vie un peu festifs ou un peu de... Mais c'est des trucs que j'avais pas vécu. Moi, j'étais soit lycéen, soit étudiant, soit... Et là, juste le fait de faire du stand-up et de sortir le soir, si un gars, il va faire un truc où il dit un truc du genre... j'ai rencontré cette fille dans le club, tu vois. Là, ça peut me parler, tu vois. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à m'élargir un peu plus. C'était, quand j'étais... je pense en vrai 23 ans quand j'ai commencé. Ah ouais? Ouais, c'est à 23 ans quand j'ai commencé le stand-up, en fait, à 22-23 ans. Parce que, encore étudiant, j'étais allé à mon premier concert. C'était un concert de Kerry James à la Maison de la Musique de Nanterre.
Et à ce moment-là, non, en vrai, non, j'écoutais Caris, c'est pas vrai. J'écoutais Caris quand j'ai commencé la fac. Et avant ça, en plus, j'ai grandi à Trappes, donc j'écoutais du La Fouine à fond. Mais La Fouine, en vrai, c'est traître parce que il y avait La Fouine vs Laouni. En vrai, j'écoutais plus les sons Laouni. C'est quoi le premier album de La Fouine qui t'a marqué? Soit Restant Chien, soit Quelque chose de spécial. Ok. Ces deux sons-là, je pense que j'ai écouté en premier de La Fouine. Et ensuite, La Fouine, j'ai commencé à écouter en vrai quand j'habitais même pas encore à Trappes. J'étais encore à Nantes à ce moment-là, j'étais en 4e avec l'album Mes Repères. Quand je l'ai écouté, moi, il m'a rendu fou. C'était quoi le feat avec Sefiu et Soprano. C'était un truc de fou. Ouais. Putain, c'est quoi le son déjà Ça fait mal. Oui. Ça fait mal. C'est un truc de fou. Donc j'ai écouté tout l'album. Il y avait un son, c'était n'importe quoi. Il s'appelait Chips. Je sais pas si tu te rappelles. Et dans le refrain, il mange des chips. Ouais. Et gros, moi j'étais. Ouais. Et moi, gros, j'étais en 4e. J'étais en espagnol. Et la prof parlait. Je disais comme des chips, comme des non, j'étais fou en fait. Donc non, j'écoutais du rap conscient, mais en vrai, j'ai commencé quand même au collège, à écouter des trucs un peu festifs. Et après, en 3e, j'ai déménagé à Trappes. Tout le monde écoutait du La Fouine. Donc j'étais encore plus dedans. Et en fait, c'est là où ça m'a un peu ouvert. J'ai l'impression à quand même d'autres styles de rap, même si j'avais toujours ce truc de j'écoutais principalement du rap conscient, mais j'étais un peu plus ouvert. Il y avait beaucoup Caris qui a commencé à arriver quand j'étais à la fac. Mais en fait, à un moment, j'ai re-switché dans le rap conscient parce que j'ai vu Kerry James en concert pour la première fois. J'avais 19, 20 ans et je me suis dit c'est ça le vrai rap, tu vois. J'ai arrêté après, j'ai arrêté d'écouter tout le reste. Je redevenais un peu dans ces trucs-là, un peu de lyriciste un peu. Donc je pense que vraiment j'ai commencé à même limite mettre le rap conscient un peu derrière moi quand j'avais 23 ans. On me disait, vas-y, ça c'est... Alors que c'est l'âge où t'es censé le plus le comprendre. Ouais, je comprenais, mais en fait, je pense que quand t'es petit et que t'écoutes de la musique, t'idéalises beaucoup l'artiste aussi qui récite les paroles, quoi, tu vois. Et donc moi, quand j'écoutais Kerry James ou quand j'écoutais, je sais pas, Medine, ou quand j'écoutais tout ça, je me disais, ces gars-là, c'est des gars, ils sont trop forts, ils sont trop bien, ils sont trop chauds, ils sont trop... Et en fait, en grandissant, tu comprends que c'est des êtres humains comme toi et moi qui ont des périodes de haut, des périodes de bas, qui font du son rap conscient, entre guillemets, mais en fait, dans la vie, ils sont pas meilleurs ou moins bien que quelqu'un qui fait du rap festif, tu vois. Donc, j'ai un peu moins idéalisé ces artistes-là en me disant, ils sont comme tous les autres, juste ils proposent de la musique différente. Et j'ai commencé à écouter les autres artistes, justement en ne les prenant pas de haut, tout simplement. Et c'est là où, en fait, je me suis découvert une passion pour plein d'autres styles de musique. Oui. J'aimais beaucoup. En fait, moi, j'ai une transition. Parce que là, je te dis que j'écoute un peu plus de R&B et tout, parce qu'en fait, j'aime trop les sons qui parlent de love et tout. Et j'ai eu une transition, en fait, à cette période-là, je pense vers 20, 21, 22 ans, où j'ai commencé à écouter beaucoup des rappeurs qui font des chansons d'amour. Ok. Et ça a commencé d'abord comme ça, petit à petit, tu vois. Des Dinos, des trucs. Ouais, Dinos, frère. Quand c'est arrivé, Dinos, c'était un truc de fou, frère. Ouais. Parce que, vas-y, on connaissait depuis Rap Contenders. Je connaissais, j'aimais bien les Clash. J'écoutais les sons, Namek, Mode Avion, je me rappelle plus de Mode Avion. Je me rappelle de Priori de son aussi. Oui. Il y avait, bref, c'est ça que j'écoutais. C'était le mixtape L'Alchimiste et tout. Ouais, c'est ça. Mais j'étais pas fan. J'étais pas fan et je me disais, j'ai bien aimé sur Rap Contenders. En vrai, en tant que rappeur, ça m'intéresse moins. Et je me rappelle quand il a sorti, c'est Imani. C'est Imani. Avec Helsinki. Ouais. Ah, c'est celui-là. J'étais en voiture avec mon cousin. En plus, c'était vraiment la période où je venais de me faire guélard, tu vois. C'était trop marrant ce jour-là parce qu'on était en voiture et il me dit, viens, on écoute l'album de Dinos. Et il m'avait proposé, tu veux écouter l'album de Dinos ou, je sais pas, peut-être, je dirais PNL par exemple. Il y a 2 trucs qui venaient de sortir en même temps. Et j'ai dit, vas-y Dinos, on met en voiture parce qu'en vrai, je vais pas écouter après. Donc c'est l'occasion maintenant que je lui laisse sa chance. Et il sort les premiers sons et je dis, je suis choqué. C'est fort ce qu'il fait, mais il s'est amélioré de fou par rapport au projet, au mixtape que j'avais écouté avant. Donc j'étais surpris et tu sais, j'exprimais ma surprise, tu vois. Et après, Helsinki il sort et genre c'est le 4e son peut-être de l'album. Et je parle plus, frère. Je parle plus. La tête comme ça dans les vents. J'écoute, mes frères, après, c'est ma vie là qui est en train d'écouter, frère. Si j'étais pas yam, j'étais dans la voiture, je parlais hap. Et mon cousin, il savait que je venais me faire guélard, tu vois. Et il parle hap. Et à la fin du son, tu sais,
il me tape dans la jambe. Genre, c'est chiant, t'as capté que j'étais pas bien. Et genre après, ouais, pendant, je crois, 2 ans, j'ai plus réécouté Helsinki parce que le son, genre, vraiment, il me prenait au trip et tout. Et après, au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, frère, c'est une musique, je vais pas. Donc après, j'ai guéri, j'ai réécouté en me disant, c'est bon, en fait, ça va rien me faire. Maintenant, ça me fait plus rien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'est vrai que Dino, c'est lui qui fait partie des rappeurs qui m'ont mis un peu dans la transition. J'aime bien les rappeurs qui font des chansons d'amour. Après, lui, il a continué. Il avait sorti Les Inachevés. Je te rappelle de cette mixtape-là. Oui. Et moi, j'avais adoré parce que c'était des sons où juste, des fois, il y avait juste un couplet, tu vois. Et c'était trop bien. Et j'avais adoré. En plus, là, ça parlait beaucoup d'amour aussi. Et après, j'étais un peu moins dans le délire. Quand elle est sortie Hiver à Paris, moi, j'ai commencé à quitter le train. Là, je me suis dit, OK, j'avais l'impression, perso, qu'il se caricaturait un peu, tu vois. Après, en fait, c'est juste, sur les premiers albums, il y a tellement des gaps de niveau entre les albums qu'après, quand c'est plus stable, t'es moins surpris, quoi. C'est ça le truc, surtout que c'est tellement compliqué de choquer les gens une fois de plus, quoi. La première fois, tu arrives à choquer parce que tu dis, OK, là, on voit que tu as changé de niveau, tu t'es amélioré. La fois d'après, tu concrétises. Et encore la fois d'après, il faut soit changer parce qu'il faut surprendre, soit tu restes un peu dedans, mais après, tu as l'impression que tu te caricatures. C'est tellement compliqué de se remettre en question, surtout qu'en plus, ça marche. Ouais. Donc, comment tu veux te remettre en question alors que ça marche? Son dernier album, par contre, je l'ai écouté et je l'ai trouvé génial. Ouais, là, il y a vraiment des partis pris de faire des feats avec des anglophones. Ouais. Un Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui m'ont dit que c'était... Mais moi, j'ai trouvé ça génial et j'étais trop content. En même temps, c'est trop bien parce que ça veut dire qu'il a tenté un truc. Soit t'as kiffé, soit t'as pas aimé, mais en vrai, si t'as kiffé, tu te dis... Ouais, exactement. Ouais. Mais ce truc de devoir se réinventer et tout, malgré la recette et tout, toi, tu l'as un peu des fois dans le stand-up. Est-ce que t'es déjà arrivé au point où il y a un moment, tu t'es dit, vas-y, je tourne un peu en rond, faut que je choque un peu, faut que je me... Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Je crois au bout de 4-5 ans. Parce que toi, ça fait 8 ans. J'ai pas précisé tout à l'heure. Ça fait 8 ans, 2017. Hein. Ouais, ça va faire 8... J'ai dit 8 ans cet été. On est en été, là, frère. ça fait 8 ans. Ma première scène, en plus, c'était en février 2017. Et ce qui s'est passé au bout de 50 stand-up, allez, 4-50 stand-up, moi, en plus, quand j'avais commencé le stand-up, on me disait déjà, parmi les débutants, que genre, je faisais partie des meilleurs. C'était trop fort ce que je faisais. C'était hyper mature parce que j'étais prof. Et en plus, j'avais quand même cette image de banlieusard. Donc, le banlieusard qui vient avec son image de banlieusard, mais en fait, qui parle des enfants. Donc, ça casse les codes. Et tous les gens me disaient, c'est trop fort ce que tu fais, c'est trop bien. Il y a eu des artistes qui étaient déjà confirmés, qui m'appelaient pour faire des premières parties. Il y a eu Paul qui a commencé à péter. Après, quand Paul il a pété, il m'a appelé pour ses premières parties. Tu sais, en fait, je me disais, mais attends, je vis un truc de fou, là. Alors que mes potes qui ont commencé en même temps que moi, ça prenait un peu plus de temps. Et je me disais, à part Paul, parce que lui, il a pris tout le buzz de notre génération, frère. Mais tu vois, du coup, j'étais en train de me dire, ouais, non, mais ça marche de fou, c'est trop bien, c'est bon, j'ai trouvé la recette, ça va marcher. Et en fait, au bout d'un moment, ça marchait plus. Ça marchait plus alors que ça faisait 5 ans. Je voyais que quand j'ai lancé le spectacle, justement, à la petite loge, là, les gens, ils venaient pas de ouf. Dans les comedy clubs, j'avais l'impression qu'en fait, il y en avait qui étaient plus forts que moi. Et parce que je commençais du coup chez les débutants, on me mettait chez les forts et après on m'a mis chez les confirmés et je me suis rendu compte que il y a un niveau de fou encore en haut. Ouais, la marche elle est grande. Ouais. Et je me suis dit en fait ce que je fais c'est de la merde là. Pendant 5 ans j'étais en train de me mentir. Enfin j'étais pas lucide quoi. Et pour me réinventer justement j'ai tout jeté. Ah ouais. Tout le spectacle il marchait bien, les gens venaient rigoler mais j'ai tout jeté et je me suis reconstruit artistiquement comme ça quoi. Après, moi, personne ne m'attendait. Tu vois, c'est plus simple quand personne t'attend. Oui. Si ça avait marché, cette formule, au tout début, et que si, je sais pas, j'avais rempli des zéniths des Olympiades avec ce créneau-là de Yazid, le mec de banlieue qui est prof, qui parle des enfants, peut-être que j'aurais jamais arrêté de le faire. Mais là, je suis content, en fait, du coup, avec le recul, artistiquement parlant, en tout cas. Je dis pas financièrement parlant, j'aurais bien aimé que ça pète plus tôt. Mais artistiquement parlant, je suis content que ça n'ait pas marché directement parce que ça m'a permis de me renouveler, de me questionner, de savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, de quoi je voulais parler et comment je voulais être sur scène. Et du coup, j'ai arrêté de vouloir répondre à des codes. Je sais qu'au début, j'étais beaucoup sur ça. Et je le suis beaucoup moins. Et là, maintenant, il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui me disent tu devrais changer ceci, cela, parce que ça, en fait, ça te porte préjudice. Mais ces trucs-là que je m'empêchais de faire à l'époque, je m'empêchais de faire pour vouloir plaire à la masse, entre guillemets. Et même en voulant faire ça, ça marchait pas. Donc, autant faire ce que j'aime et on verra bien. T'as déjà eu un peu des scènes, des clics comme ça où genre, tu te dis, genre, comment j'ai pu penser qu'avant c'était bien? Ah ouais, carrément. Carrément. C'est mes premières fois au Sarfati. Ouais. Ça m'a... Ouais. Moi, c'est là où je t'ai découvert.
Ah ouais? Après, je sais pas où t'en es au Sarfati, mais moi, c'était l'époque, je pense que c'est un peu le bizutage. Tu fais MC, Ouais. t'envoies 30 minutes de MC quasiment Ouais, au Sarfati ouais, tous les exactement. soirs, 3 fois par soir. Ouais, bah, c'est ça. Bah, là, maintenant, je fais toujours MC, mais je fais aussi des passages, tu vois. Là, maintenant, Ok. parce que bah, j'ai réussi à me muscler en tant que MC. Et j'ai réussi, surtout à l'époque, on me disait, par exemple, quand je suis arrivé, on me disait, et pour moi, c'était inconcevable parce que j'avais que 4 ans de stand-up et c'était nouveau pour moi, mais on me disait, t'arrives en tant que MC, c'est ta soirée. C'est toi qui présentes. Donc les artistes qui sont là, c'est limite tes invités. C'est toi qui les présentes. Et moi, dans ma tête, je dis, comment ça, c'est mes invités? Ils sont tous plus forts que moi. Et je les ai tous regardés sur YouTube. Enfin, tu sais, j'étais encore dans un truc où je les voyais comme mes grands, tu vois. Et maintenant, avec le temps et le fait que les gens sur scène, j'ai compris que oui, maintenant, en tant que MC, c'est ma soirée. La scène, c'est chez moi. Et c'est moi qui présente les artistes. Et peu importe qui c'est, tu vois, maintenant, je les ai tous déjà annoncés sur scène. J'ai plus ce truc de... Il m'impressionne parce qu'il est... plus fort que moi ou plus connu que moi, quoi, tu vois. Même si j'adore son travail, le fait de l'annoncer sur scène, c'est plus impressionnant pour moi. Je peux l'annoncer comme si j'annonçais un pote, quelqu'un qui est connu ou moins connu, ça change rien, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai compris, il a fallu peut-être 1 an ou 2 pour que je comprenne ce qu'on attendait de moi à l'époque. Ah ouais, Mais ouais, mais oui, à l'époque, ça m'avait mis une petite claque, hein, c'est vrai. ok. Ouais, ça, tu te sens, là, tu te dis, ah putain, là, j'ai passé un step. Ouais, carrément. Ouais, Ouais. carrément. Là, je suis super à l'aise sur scène. Oui, ça, c'est une des qualités qu'on peut te donner. Ça fait plaisir. C'est l'aisance. Ouais. Et dans ce truc de. Dans ton évolution, tu vois, dans un peu le. Tu sais, un truc un peu comme les MC, tu vois, dans les Rap Contenders à l'époque et tout. Mhm. Il y a ce truc. C'est l'essence même, tu vois, c'est un peu c'est la street quand tu fais MC, je trouve, dans le stand-up. Ouais, je vois. J'ai réussi à trouver, j'ai l'impression, le bon équilibre, en tout cas, selon moi, cet équilibre me plaît, entre la spontanéité, mais en même temps, garder un peu de prévu, quoi. Je veux pas que ça soit trop, non plus trop brouillon. Mm. Donc j'arrive et je sais plus ou moins maintenant comment aller où est-ce que comment aller là où je veux aller. Je sais plus ou moins quelles questions poser pour, tu sais, surtout en tant que MC. T'arrives, tu dois absolument mettre le public bien. Tu poses 2-3 questions, tu sais à peu près lesquelles, tu sais à peu près quelle réponse tu vas avoir, tu sais à peu près comment rebondir, tu sais comment poser, quelles questions poser pour mettre telle ou telle ambiance. Et après, au bout d'un moment, je suis moi-même, mais en vrai, je sais où je vais. Donc c'est ça, ouais. C'est l'équilibre entre c'est chez moi, je suis bien, mais je sais de quoi je vais vous parler. Et c'est quand même un spectacle que vous avez quand même payé, quoi. Ouais, mais ça, c'était il y a 4 ans que tu as commencé à faire MC. Ouais, là-bas, je pense, ouais, j'ai commencé à faire MC, il y a 3-4 ans. C'était l'année où j'avais commencé à... Parce que tu m'as dit, il y a 3-4 ans, tu as commencé à écouter plus de sons un peu R&B et tout. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça correspond à genre une évolution dans ta vie ou c'est juste, c'est quoi qui a fait que tu as commencé à... Parce que là, tu as expliqué comment tu as passé un peu sur le rap, un peu plus mélancolique, un peu plus tendre. Mais c'est quoi le step d'après? Qu'est-ce qui te fait passer sur le R&B, quoi? Genre embrasser totalement le truc Je pense que là, concernant le rap actuel, et je m'y retrouve moins pour plusieurs raisons. Déjà, les nouveaux artistes, ils sont plus jeunes que moi, tu vois. Et les nouveaux rappeurs, c'est bien ce qu'ils font. Mais en fait, des fois, ils me disent des trucs. Ils ont 20 ans. Je me dis, mais c'est même plus ma vie, quoi, tu vois. Ouais. J'ai écouté, là, il n'y a pas longtemps, un album de... Je crois qu'il s'appelle Mig. Je ne sais pas si on dit Mig ou MIG. Tu vois ce que je veux dire déjà? Ouais. Mig Moula. Je crois que c'est comme ça qu'on... Bref, et l'album, il est trop bien. Et il y a un son qui s'appelle L2. Et genre, il parle d'une meuf. En fait, la manière dont il parle de la meuf, c'est vraiment ce que je peux voir sur Twitter des plus petits, des gens qui ont 20 ans. Parce que c'est leur problématique à eux. Et moi, ça me touche moins, tu vois. Ouais. Et il disait des trucs genre, je sais pas, elle aime les talons, elle mange burrata salade, elle fait que des stories. Enfin, tu vois, je me dis, mais c'est même plus comme ça que je vois les meufs. Enfin, moi, je suis marié, en fait, je suis dans une autre dynamique. Du coup, ça me touche moins. Et donc, en fait, j'ai l'impression que les sons de R&B que j'écoute maintenant, ils correspondent plus à mon train de vie actuel. Ouais. C'est beaucoup des sons qui parlent beaucoup d'amour, beaucoup de « j'ai trouvé la femme que je veux ». Taïk, il a fait un son qui s'appelait « Donne-le-moi », frère. Il parle à une femme, ça veut dire qu'il est posé avec sa femme, tout va bien, et il veut un enfant. C'est ça le thème de la chanson, ça, c'est « Donne-moi un enfant » parce qu'on est mariés, tout va bien ensemble. Ouais. En fait, c'est ça mon truc, tu vois. C'est plus, je suis célibataire, les meufs ou les trucs, je vais en soirée, je vais capter des meufs ou des trucs, qu'est-ce qui... ça me ressemble plus.
Après, Taiki est un peu lunatique. Il peut passer le miel. Oui, ouais, j'avoue. Ouais, c'est La métaphore du miel. Ouais, le miel. Putain, tu sais que Taïk, je l'ai vu en concert. Là, fun fact, j'avais pris mon billet pour le concert de Taïk, qui était en décembre 2024. Donc, je les avais pris en septembre 2023. Et j'ai rencontré ma femme en octobre 2023. Octobre-novembre. Et quand on avait discuté, je lui avais dit, tu sais que j'ai pris mes places pour le concert de Taïk. Et elle aussi, elle avait pris ses places pour le concert de Taïk. Et du coup, putain, on se marie et on va au concert ensemble. Elle avait pris fausse or parce qu'elle a plus d'oseille. Donc, on n'était pas vraiment ensemble, mais on y allait ensemble. Et moi, je suis allé avec son frère, du coup, parce que j'avais une place en plus et mon cousin n'était pas dispo, donc je donnais à son frère. Et du coup, à ce concert, on y était tous les deux et Taïk a fait le miel. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça qui était marrant. Il a sorti à la fin un pot de miel géant. Il l'a fait couler sur la meuf. Moi, j'étais avec mon beau-frère. C'est là que tu vois que c'est loin de donne-le-moi. Ouais, là, je lui ai dit, il a abusé avec son pot de miel. Là. Genre, vas-y, le son, il est bien, mais là, t'as abusé. Hein. C'était un concert de Taiki tout seul. Ouais. C'était le concert qu'il avait fait en décembre. L'été dernier, j'avais vu le concert avec Dadju aux arènes de Nîmes. Ah, ça devait être trop bien. Et je sais même pas si c'est unpopular opinion, mais pour moi, Taiki sur scène, il met une vitesse à Dadju. J'ai jamais vu Dadju sur scène. Ah ouais, mais Taiki sur le live, c'est incroyable. La scénographie, en tout cas de son concert à La Défense. Bon, pour ceux qui l'ont vu à Bercy, il paraît que c'est à peu près la même chose en fait finalement. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu entre mise en scène, costume, voix off, écran, chorégraphie, j'ai trouvé ça génial. Il y a même un moment où il pleurait et je me suis dit, il est trop beau quand il pleure. Est-ce qu'il pleure vraiment, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment... c'est vrai que c'est impressionnant. Pour en avoir vu des concerts, il m'avait impressionné, Taïk, à ce moment-là. Il est trop fort en live. Vous en passez, les internautes. Purée, Est-ce que je ressemble à Shea Zizous Alexander? Ah ouais, moi j'aurais dit Yabou Sélé. Ah ouais? Ah putain, mais tu sais, parce que quand j'ai montré à la personne qui m'a tressé, elle m'a dit, tu veux quoi? J'ai montré SGA. J'ai dit, ouais, je veux ça. Avec la barbe et tout, comment ça fait? Moi, je sais pas, ça me fait passer à Yabou Sélé. C'est vrai, hein? Il y a un délire. J'avoue. Tant que je ressemble à un putain de basketteur professionnel, moi ça me révèle. Mais justement, putain, c'est parfait comme transition. Parce que là, je voulais un peu parler de ça. C'est marrant. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de rap français, de R&B français et tout. Mais t'es un gars du basket. Ouais. Ça, tu m'as dit, parce qu'à la base, même, tu voulais faire l'épisode sur le basket. Oui. C'est le point entre les arts et les sports. Je t'ai dit, bon, pas vraiment, mais vas-y, on peut quand même en parler un peu. Mais du coup, c'est pas grave, t'as fait du basket longtemps, du coup. Ouais, j'ai commencé tard le basket. Hein, parce que avant, quand j'étais petit, j'avais un cousin qui faisait du breakdance. Et donc, moi, je voulais faire comme lui. Donc, je dansais très mal. Hein, mais je dansais. Et d'ailleurs, je dansais tellement mal, mais pour moi, c'était quand même de la danse, tu vois. Donc, quand j'ai rencontré ma femme, qui, elle, dansait beaucoup, qui a été danseuse et tout, qui a fait une école de danse, surtout. Donc, j'ai dit non, je faisais du breakdance, moi, quand j'étais plus jeune. Et pour elle, j'étais un danseur. Quand elle m'a vu danser, elle a pleuré. Elle a vraiment eu une larme qui a coulé. Elle m'a dit, c'est horrible ce que tu fais. Elle pensait que c'était une blague et tout. Donc, bon, moi, je dansais un peu quand j'étais petit au collège. Et après, au lycée, j'ai découvert le basket à 16 ans. Donc, en fait, j'ai découvert tard le basket. Et à 18 ans, j'étais arbitre. Donc, j'ai continué à jouer, mais je suis devenu arbitre. Après, j'ai fait des formations pour être coach. Donc, j'ai tout fait, en fait, dans le basket. J'ai fait joueur, coach, arbitre. J'ai fait de la table de marque aussi pour le club. Donc, j'étais à fond dans le basket jusqu'à mes 23 ans, en fait. Quand j'ai découvert le stand-up, j'ai vu que, bon, les scènes, c'est le soir. Le basket, c'est le soir. Il faut que je fasse un choix. Et ma dernière saison en club, j'allais plus trop à l'entraînement parce que quand j'allais à l'entraînement, je me disais, j'ai envie d'être sur scène. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain le basket à 23 ans. Et là, je reprends, en fait, depuis l'année dernière. Tranquillement, je fais du stand-up le soir, donc je peux jouer au basket en journée. Et j'ai même trouvé un club d'entreprise où tu peux t'entraîner le mardi midi et tu joues le week-end à 14h. Donc là, c'est sympa. J'ai l'impression de pouvoir reprendre. Ça m'a manqué. Mais donc, tu as fait beaucoup de matchs. Tu as joué, tu étais en club. Ouais. C'était quoi un peu, du coup, si tu n'étais pas trop dans le rap américain, t'écoutais quoi avant un match? Rap français. Hein. Rap français. Rap Kerry français. James.
Non, je sais pas, j'écoutais... En fait, non. Avant les matchs, le peu de fois où ça pouvait mettre de la sono, bah, c'était pas moi qui la mettais. Donc, c'était les camarades, les coéquipiers. Et du coup, c'était du rap américain. Mais moi, ça ne me touchait pas, quoi. Vraiment, je m'entraînais comme s'il n'y avait pas de musique, ça me touche pas. Je me rappelle une fois, j'avais fait un match en région, avec l'équipe région de trap. Je sais plus, je crois que c'est dans le 91. Et l'équipe adverse, donc s'occupait de la sono, ils avaient mis que du Niro. Et j'étais trop content parce que j'écoutais Niro à fond à cette époque. Enfin, même maintenant, son dernier album, d'ailleurs, il est top. Et j'étais trop content et je me suis entraîné à fond, quoi. Les lay-ups, j'allais parce que... Avec la langue et tout. Ouais, limite. Mais parce que c'est un son qui me touche, c'est un son que j'écoute et que j'étais trop content qu'ils mettent un son que j'aime bien. Donc, vraiment, j'étais à fond. Ouais, ça me fait plaisir. Non, le rap français, il est compatible avec le basket, malgré tout. Hein. Ok, parce que moi, vraiment, ça a toujours été la même playlist. J'ai l'impression, Win, de Ouais. les trucs... une saison, c'était Drake... putain, le son là, Star Trek de Bottom. Ah oui, bien sûr. Ça, Je me rappelle, j'avais fait un tournoi basket aussi dans les Yvelines. Et pareil, en fait, ça mettait beaucoup de Drake. Et moi, je connaissais rien du tout, donc j'ai fait que de Shazam. Ok. Ouais. Ça, c'est... Mais du coup, t'écoutes pas toi-même du rap américain, mais t'es ouvert. Ouais, c'est ça. Et surtout, même de manière générale, en musique, par exemple, quand je suis en voiture et qu'il y a quelqu'un d'autre dans la voiture, que je sois passager ou pilote, je dis toujours à la personne qui m'accompagne, mets ta musique et on va découvrir. Ah ouais. Et à chaque fois, les gens sont là, non, mais attends, peut-être que tu vas pas aimer. Je dis, bah attends, n'aie pas honte de ta musique, c'est la musique que t'aimes. Donc, mets-la. Et voilà, parce que moi, ma musique, je l'écoute tout le temps. Donc, des fois, je découvre. Après, des fois, vraiment, je peux faire des trajets d'une demi-heure, ça met des sons et je me dis, bon, j'aime pas du tout, mais enfin, ça me touche pas, tu vois. J'aime bien, je sens que le son, il est bien et tout, mais ça me touche pas. Et je suis content, j'ai découvert un peu les goûts musicaux de l'autre. Ouais, tu vomis pas non plus, ça. Non. C'est quoi ta dernière grosse découverte, là? Dernière pépite découverte. un peu que t'as... Ah, putain. chopé. Ah, bah oui, je suis en ouf. Bah oui. C'est Daniel. Ah, merci. C'est génial. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte, en le découvrant, que j'avais déjà des sons à lui enregistrés en playlist, mais je ne savais pas. Parce que c'est peut-être des feats ou des trucs comme ça, enfin c'est sûrement des feats ou peut-être des sons qui ont été proposés par l'algorithme de Spotify, que j'aimais bien et j'ai mis en titre liké, mais je me suis pas plongé sur l'artiste, quoi. Et donc là, j'ai découvert, il a sorti un son là, il n'y a pas longtemps. Sur les binationaux? Ouais, Brouillon, c'est ça. Tu vois, il avait commencé à teaser un peu le son avec des vidéos, des réels Insta et tout. Et en fait, tout le monde like, tout le monde partage. Je vois des amis à moi qui ont liké la vidéo. Je dis, mais il est trop bien le son. Trop bien le son. Et je savais pas que le son n'était pas encore sorti. Donc, qu'est-ce que je fais? Le son, moi, il me fait kiffer. Je dis, vas-y, j'ai envie de l'écouter en entier parce que c'est un extrait de 30 secondes. J'étais dégoûté. Et donc, je vais sur Spotify et je vais écouter toute sa discographie parce que je veux juste tomber sur ce son. Et je tombe pas dessus, mais je tombe sur tout le reste. Ouais. Mais c'est génial ce qu'il fait. C'est trop fort. Et ça me tue parce que je me rends compte plus tard. Et, comme je te disais, en fait, il est beaucoup plus jeune que moi. Je sais pas il a quel âge, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Et en fait, je le trouve hyper mature dans sa manière d'écrire. Ouais. Donc, je me régale. Et puis même dans le processus, moi j'aime bien avec lui, il fait des lives où il fait les sons en direct avec ses abonnés et tout. Ah, je connaissais pas ça. Et c'est très homemade et il y a un côté, tu sais, quand tu fais du stand-up, c'est un peu le même truc, tu vois. Ouais, c'est, carrément, ouais. On fait tout nous-mêmes, machin. Ouais. Et il a le côté familial où, genre, quand il a fait l'Olympia, il a fait monter toute son équipe sur scène. Elle a déjà fait l'Olympia, tu vois, je sais même pas encore ce qu'il a fait comme concert, quoi. Mais j'ai découvert, là, je crois, il y a une semaine ou deux, alors on va dire 2 semaines, que j'ai vraiment découvert toute sa discographie. Mais ça m'a mis une claque. Ouais. Et là, j'ai un son à lui dans la tête. Là. Mais en fait, j'ai des sons à lui tout le temps dans la tête. C'est beau que tu découvres, pas parce que ça marche, mais juste parce que tu as entendu et la musicalité t'a plu. Ça m'a tellement marqué. Tu sais, c'est l'extrait qu'il avait sorti. Il m'avait tellement, il m'avait touché en vrai, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre comme son? Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça me touche vraiment. Il y a même un son qu'il a sorti justement dans sa discographie, qui c'est un peu un son love et tout. Et je l'ai écouté, c'est un son genre cœur brisé, tu vois. Et moi, à l'époque, c'était vraiment que ça que j'écoutais. Genre, en 2020, j'avais une playlist sur Spotify qui s'appelait Cœur brisé. Elle dure 6 heures. C'est que des sons de cœur brisé. J'écoutais que ça en boucle. J'écoutais que ça. Oui, ça allait pas fort. Hein. Je crois, frère, mec. Et là, justement, depuis que j'ai rencontré ma femme, cette playlist, je l'écoute plus du tout. Genre, elle est encore là, mais je me dis, ça me touche plus. Mais j'avais cette playlist-là.
Et ce son-là qu'il a sorti, il s'appelle Qalbi. Et quand tu l'écoutes, si je l'avais écouté à l'époque, genre j'ai écouté le son en me disant, oh, si j'avais écouté ça en 2020, je crois que je suis en train de pleurer carrément, tu vois. Là, le son, je le réécoute parce que juste, il est trop bien, mais il me touche plus en vrai. Tu vois, c'est trop fort. Non, il est fort. Hein. Ah, trop fort. Daniel, c'est très chaud. Ah ouais. Attends, parce que là... Si tu vois cet extrait d'Anil, t'es invité au spectacle quand tu veux, boss, quand tu veux. Moi, j'aime bien inviter les gens, mais maintenant, je vais commencer à inviter des gens qui ont des followers. T'as grandi à Marseille, à Nantes, et beaucoup à Trappes. Ouais. Où il y avait... Enfin, surtout Trappes, en fait, il y a des rappeurs qui sont très dans le truc de représenter leur quartier, tu vois. Genre, La Fouine, tout le monde sait qu'il vient de Trappes. Moi, t'entends Trappes, tu penses à La Fouine et tout. Et est-ce que toi, du coup, t'as un peu cette vision-là, tu sais, dans le stand-up, t'as l'impression de représenter quelque chose? Pas du tout, parce que c'est totalement différent. En tout cas, moi, je parle pas beaucoup. Ce que je représente, je sais que malgré tout, je véhicule une image, tu vois. Que je le veuille ou non, je véhicule, et surtout avec ma manière de parler, etc. Mais je véhicule l'image déjà d'un homme noir, de banlieue, musulman, et encore musulman, ça vient après. Ça vient après banlieusard, tu vois. Mais je véhicule cette image malgré tout de banlieusard, et ça me va. C'est ce que je suis, et juste je l'assume maintenant. Avant, comme je t'ai dit, j'avais l'impression de vouloir un peu le cacher en me disant il faut que je sois un peu plus lisse pour, je sais pas, plaire au plus grand nombre, plaire aux producteurs, je sais pas, tu vois, mais en me disant c'est comme ça que ça marche, quoi, tu vois. Et en fait, maintenant, je me suis dit, en fait, il faut que je sois totalement moi-même sur scène, avec mes qualités, mes défauts, entre guillemets, avec mes abus de langage aussi, avec et c'est comme ça que je vais pouvoir moi-même défendre ce que je suis en disant ce que je veux sans réfléchir à la manière dont je vais le dire. Ouais. Même dans ma manière d'écrire maintenant, par exemple, j'écris pas vraiment. Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder, et le sujet, j'en parle d'abord sur scène spontanément. Comme ça, je suis pas bridé par l'écriture et la manière dont je vais dire certaines phrases ou certains mots. Donc, et c'est comme ça que j'ai l'impression que je représente, entre guillemets, la personne que je suis, tout simplement, tu vois, avec mon identité de banlieusard. C'est en assumant que, y a des moments où je peux dire frère, gros, hardcore, tu connais, et je fais pas exprès, je le fais, et des fois j'abuse, des fois même je réécoute le spectacle et je me dis, oh, je l'ai dit un peu trop de fois. Ouais. Mais si je le dis 0 fois, et comme j'ai pu le faire au début, j'avais l'impression de pas être moi-même, quoi. Ouais. Mon premier extrait de stand-up, qui est encore dispo là sur YouTube, il s'appelle Yazid Assoumani, professeur des écoles. Je l'écoute, j'ai l'impression que je suis une caricature de moi qui essaye de faire bien les choses pour plaire aux autres. Bonjour, je travaille avec les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Passez une bonne soirée. Je suis professeur des écoles, je travaille avec des enfants. Et alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, les enfants, je les trouve trop mignons. Ouais, ça me correspond pas vraiment. J'ai envie de parler des enfants, mais j'ai envie d'en parler à ma manière. Et du coup, tu dois être détendu avant les passages maintenant de te dire, là, c'est toi. Oh ouais. Tu te caches pas. Ah ouais, c'est vraiment... je fais des siestes, des fois, même je suis en loge, on me réveille, on me dit oh, tu joues là dans 2 minutes, quoi. Donc c'est vraiment... je suis détendu. Parce que je viens pas avec un texte, en fait, je viens plus parler de ce dont j'ai envie de parler. Et les sujets que j'aborde sur scène, c'est vraiment des choses dont j'ai envie de parler. Si, à un moment, j'ai voulu en parler, après, j'ai plus voulu en parler, je le fais même plus sur scène. Et donc, vu que je sais de quoi je veux parler, je suis confiant quand je monte sur scène parce que je vais aborder le sujet qui me plaise, quoi. C'est pas le sujet qu'on m'a forcé de traiter ou quoi que ce soit. Donc, Et en plus, toi, sur scène, j'ai lu pas mal d'articles et tout. Enfin, pas mal après. Bon, non, pas tant ça. Il n'y en a pas assez pour que je sois certifié, en fait. J'ai lu tous les articles disponibles, en tout cas. Sur toi. Il y a un truc qui revient beaucoup. Après, des fois, c'est des trucs de journaliste un peu, mais sur scène, une des qualités principales qui revient, c'est la musicalité. Ouais. C'est la musicalité, et on fait un épisode sur la musique quand même, donc ça paraissait normal d'en parler, mais est-ce que c'est une musicalité naturelle ou est-ce que c'est un truc réfléchi auquel tu penses que tu travailles un peu comme un rappeur va travailler la top line? Je dirais que c'est naturel, mais je sais... En fait, c'est un peu entre les deux. Honnêtement, c'est naturel. C'est la première fois qu'on m'a parlé de ma musicalité... j'avais jamais réfléchi à ça, tu vois. Mais maintenant, je sais qu'il y a des blagues où, des fois,
je sais que c'est marrant. Pour moi, c'est marrant en tout cas. Et ça marche pas parce que je le dis un temps trop tôt, un temps trop tard. Ou des fois, je sais pas, je fais une blague où je le dis, tu sais, je termine, ça c'est bête, mais tu sais, je peux dire la blague, après, je finis en disant et ça marche pas. Et alors que si je fais juste T'es pas sur mon pitch. ouais, des fois. Et maintenant, vu que j'ai conscience de ça, je peux des fois me dire, ok, cette blague, elle marche pas. Je vais pas la tèche tout de suite et je vais essayer de la dire différemment, avec une musicalité différente. Et là, je vais voir si vraiment ça marche et tout. Tes blagues, elles ont l'autotune. Ouais, c'est vraiment ça, quoi, limite. C'est vraiment ça, putain. Et il y a Rémi qui me disait il y a pas longtemps qu'il faisait des blagues et il m'a dit qu'il avait l'impression qu'il m'avait volé, pas des blagues, mais qu'il m'avait volé parce qu'il reprenait un peu de ma musicalité sur certaines blagues. Et moi, je me suis dit, ça me fait plaisir parce que si tu as l'impression de m'imiter, sans le faire exprès, tu vois, mais si tu as l'impression de m'imiter et de me reconnaître dans cette musicalité-là, c'est que j'ai l'impression d'être quand même un peu singulier, quoi. Donc moi, ça m'a flatté, en fait. Je trouve que c'est le truc que tu vas imiter le plus inconsciemment, les mimiques. Ouais. Moi, j'ai des potes, il suffit que je parte une semaine en vacances avec eux, je sais très bien, je vais revenir, j'aurai des nouvelles mimiques. Carrément. C'est vraiment inconscient, je trouve. Ouais. Dans le spectacle, tu m'avais dit, quand on en parlait un peu avant, que tu avais déjà essayé de parler de musique, mais tu as arrêté parce que c'était pas marrant. J'ai pas réussi à rendre ça marrant. Mais c'était quoi? Tu voulais parler de quoi surtout, j'avais commencé les premières fois quand justement j'écoutais beaucoup de sons, les sons tristes qui parlaient de rupture amoureuse, etc. J'ai voulu commencer à parler de ça. Je sais même plus comment je disais ça, mais je disais que c'était fort, quoi. Qu'ils arrivaient à véhiculer des émotions négatives juste avec de la musique alors qu'ils n'étaient même pas là avec toi. Mais ça marchait pas, quoi. C'était juste, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ce n'est pas marrant, mais t'as raison. Et donc après, j'ai lâché l'idée. Ensuite, j'ai voulu parler aussi du fait que j'écoutais beaucoup moins de rap. En fait, là où j'ai eu du mal à parler de musique, c'est que je ne voulais pas rentrer dans la caricature du rap, monter sur scène, parler de rap et dire les rappeurs c'est des illettrés, les rappeurs font des fautes d'orthographe, les rappeurs Gazo il sait pas parler, Gazo il bégaye. C'est bon, on en a marre de ces blagues. On peut dire ce qu'on veut. Gazo, c'est un super artiste. Son dernier album, bon, on peut en parler. J'étais un peu déçu. Mais justement, j'ai réécouté KMT, Kemet. Quand j'ai réécouté l'album, je me suis dit, en fait, quand tu as sorti un album comme ça, t'as pas le droit de sortir Apocalypse derrière. C'est mon avis. Parce que c'était exceptionnel. Son Colors, il m'a mis une gifle à l'époque. C'était incroyable. Et du coup, moi, ça me fait chier parce que ces artistes-là, que les gens, même par exemple sur Twitter ou même ce qui a pu se faire avant, à chaque fois que les gens ils en parlaient, c'était pour les rabaisser en leur disant ils s'expriment mal, ils disent des gros mots, c'est des gangsters, c'est des voyous, alors qu'en fait c'est des artistes à part entière, juste qu'ils sont là avec une singularité ou des paramètres différents, quoi. Et donc moi je voulais en parler en tout cas de manière positive. En fait c'était compliqué parce que je voyais que ça marchait pas, tout en sachant que ça aurait été plus simple d'avoir des rires si je venais les tirer dessus, quoi. Et donc, à bout d'un moment, je pense que ça m'a un peu découragé et j'ai un peu mis de côté ce truc-là. Et plus tard, récemment, j'ai commencé à en parler en me disant, justement, en voulant dire, comme je te disais, que j'étais un peu moins touché par le rap maintenant parce que, évidemment, les rappeurs, ils sont plus jeunes que moi. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, quand j'entends ces rappeurs parler ça peut être les mêmes chansons que j'ai pu écouter quand j'étais plus jeune, hein, Train de vie, on a volé, on a dealé, on est parti, on est allé en prison, etc. À l'époque, j'étais jeune, je voyais ça, je me disais, c'est des débrouillards, c'est des hustlers, ils ont pas grand-chose, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et là, maintenant, tu sais, moi, je suis plus vieux qu'eux. Donc, j'ai l'impression, je vois un petit qui me dit ça et je me dis, mais où sont les parents? Enfin, c'est ça que je me dis maintenant, tu vois. Genre, je les vois pas. Maintenant, j'ai limite un peu de la peine quand je vois un rappeur plus jeune dire on a volé, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Des fois, je me dis, mais attends, ce mec-là, il a 20 ans, il dit qu'il a volé. Et est-ce qu'il a vraiment volé? Et s'il a volé à partir de quand? À 16 ans. Mais c'est normal de voler à 16 ans. Tu sais, moi, je suis vraiment après dans un truc en mode il faut faire quelque chose pour ces petits. C'est vraiment ça. Donc, ça me touche plus. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que j'abordais, que je parlais un peu des rappeurs récemment. Ok, bon, ça marche pas, mais peut-être un jour. Hein. Je sais pas, pour l'instant, en tout cas, non, mais c'était un peu marrant, mais je me disais pareil. En fait, c'était un peu le même délire en me disant, je me moque quand même des rappeurs en me disant, c'est des jeunes, ils sont irresponsables, quoi. Et j'ai pas envie d'avoir c'est pas de cette manière dont j'ai envie d'en parler. Ok. J'attends un peu. C'est beau, c'est noble. J'ai écouté ton apparition dans le podcast Pardon GPT.
Ah, tu t'es Et t'as régalé. vu un moment, je sais plus si c'est pour combler ou dans un thème précis, mais il y a un moment, tu fais une impro en rappant. Ouais, Et- ouais. Et ça, moi, je connais. Ça, c'est des impros, tu fais pas ça si t'as jamais testé de Non, faire non, du non, rap. non, non. Attends, je me rappelle, je sais plus exactement, j'avais fait quoi comme son. J'avais dit Nique la police sauf mon daron, c'était pas ça? Ouais. C'était pas ça le son? Ouais, si. Parce qu'en fait, avec Sylvain, je te raconte, on avait sorti une vidéo en 2020-2021. C'était une parodie de Un son en une heure de Bouscapé. Ah. Et je jouais le rôle d'un rappeur. Donc j'avais écrit un son, mais c'était parodique. Donc à bout d'un Ok. moment, j'écrivais des sons et à la fin, au début j'avais écrit un vrai son et je me suis dit non, mieux vaut que ce soit second degré parce que ça reste une vidéo humoristique. Donc dans la vidéo, j'ai interprété le rôle d'un fils de policier, quoi. Et Ok. donc c'est juste que je me rappelais encore des paroles par Ok, cœur à l'époque. putain, j'avais l'impression que c'était une impro du coup. Non. Ok. Non. Et d'ailleurs, j'aime trop la musique, je te jure. Là, tu sais, je fais du stand-up, mais en vrai, je te jure, j'aurais pu être rappeur en vrai. C'est ma dernière question. Ouais, non, je te jure, j'aime trop. Et là, maintenant, je te dis, ma femme, elle est dans la musique. Et ses meilleurs amis aussi, ils sont dedans. Elle a des amis qui sont beatmakers, qui ont des studios, qui ont travaillé avec tous les artistes francophones. Même ceux qui sont déjà très connus, ou même des gens qui sont émergents, mais à l'époque, avant qu'ils soient connus, en fait, ils allaient dans ce studio-là, quoi, tu vois. Donc, on peut faire une petite dédicace? Allez. Studio Odessa, allez là-bas, les frères. C'est là-bas où j'ai enregistré 2 sons là-bas. Ok. Ma femme, en cadeau d'anniversaire, elle m'a dit, tu sais, elle me dit, vas-y, je te fais une journée d'anniversaire et tout, on va au resto avec tous mes potes et tout, je suis trop content. Et à la fin, je crois qu'il est minuit, c'est pour moi, on va rentrer, tu vois. Et elle me dit, vas-y, suis-moi, c'est pas fini. Et elle me ramène au studio, elle me met dans la cabine, elle m'a dit, tu m'as enregistré un son. Et j'étais trop content. Elle m'a sorti l'instru, j'ai gratté pendant 10 minutes et j'ai enregistré, tu vois. Et j'aime trop. Ma femme, elle est dedans, elle connaît le monde de la musique et donc elle a l'oreille musicale et même ses potes qui sont dedans. Elle m'a dit, je suis une merde, je suis nul. Ouais. Tu vois, mais vas-y, c'était mon premier son, tranquille. Peut-être qu'avec le temps, si j'avais commencé ça à 16 ans, maintenant, je pense avec l'expérience, les trucs et tout, j'aurais peut-être, je sais pas, peut-être j'aurais pu être un rappeur, gros, je sais pas, frère, mais... Un petit niveau. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ça. Mais c'est comme le stand-up. Tu vois, j'ai failli ne jamais faire de stand-up, mais on m'a un peu forcé la main pour que je monte sur scène. Et une fois que, en fait, j'ai passé ce truc, la première barrière de monter sur scène, et tu te dis, bon, bah, c'est possible de juste monter et prendre du plaisir. On verra si on va pouvoir en vivre plus tard ou pas. Mais au moins, je monte sur scène et je prends du plaisir. Et après, bah, j'ai réussi à en vivre au bout de 5 ans, alors que c'était même pas le but. Et je pense que si je m'étais lancé dans le rap plutôt que le stand-up, ben, j'aurais fait de la musique à fond, j'aurais fait ma vie, etc. Et si ça avait marché, bon, on m'aurait dit, bon, bah, c'est bon, arrête de travailler, t'es un rappeur, quoi. Et je pense que ça serait passé comme ça. Et ouais, non. Ouais, mais la porte n'est pas fermée, là, j'ai l'impression. Non, si c'est fini. Non, Putain. je suis un stand-upper. Mais par contre, ça me dérangerait pas pour la promotion, par exemple, d'un événement, ou par exemple, si demain, je sais pas, je fais une plus grosse salle, même si juste je change de salle pour la rentrée, pour la promo, j'enregistre un petit son et après je fais un petit truc, quoi, tu vois. Vas-y, on va parler. Moi, j'ai déjà fait des sons pour la promo et tout, je te ferai écouter. Ah ouais, putain. tu régales. Ouais. En fait, une fois que tu rentres dans l'artistique, tu te rends compte que c'est pas fermé et que tu peux au moins y aller, au moins pour le plaisir, quoi, tu vois. Ouais. Il y a des stand-uppers qui commencent, qui débutent, tu sais, il y en a, ils ont 45 ans, ils ont une femme, des enfants, ils ont des loyers à payer, ils vont pas tout lâcher pour faire du stand-up, et quand ils viennent, c'est après le travail, ils jouent, ils essaient de rentrer un peu tôt parce qu'ils veulent voir leurs enfants, et le lendemain, ils travaillent, et ils prennent du plaisir comme ça. Donc je pense que même pour nous, la musique, on peut se lancer, en faire, kiffer, et voilà, on va pas en vivre, et c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est un truc en plus. Ouais, carrément. Faut juste kiffer, quoi. Je Ouais. pense. Magnifique. Ah ouais. Magnifique. Là, j'arrive sur ma dernière partie Dis-moi. de l'émission. Il y a un petit rituel de fin, Ouais. comme il y a un rituel de début. Ok. C'est un top 5. Moi, Oh. j'aimerais bien 5 recos. Tu vois, c'est même pas forcément tes sons préférés Ouais. de ta vie, mais juste 5 sons que ça te ferait plaisir que les gens découvrent et qui peut-être aideront aussi à mieux te connaître. Je vais donner un son de 5 styles différents. Voilà. Ok. Donc un son pour chaque style. Dans le rap français, je vais partager un artiste que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas connu. Il s'appelle Tizzy Miller. Je le trouve trop fort. En fait, c'est le pote d'un pote. Il avait partagé ses sons. Et moi, j'ai écouté en me disant, bon, c'est son pote, je vais écouter, on va voir ce que ça donne. C'est du rap. Si j'aime bien, c'est cool. Si j'aime pas, ça va pas me déranger.
Et ça m'avait mis une claque. Donc j'ai écouté sa discographie et j'ai trouvé ça génial. Je trouve ce qu'il fait, c'est trop fort. Je sais pas comment. En fait, je comprends pas pourquoi il est pas connu, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment du même niveau que des artistes hyper connus. Mais c'est comme ça, en fait, la musique de manière générale, en fait, même dans le stand-up, quoi, tu vois. Donc bref, je le trouve trop fort, ce mec-là, Tizzy Miller. Et donc, un son de Tizzy Miller que je peux vous conseiller, je vais dire, vas-y, MVP. J'aime bien MVP. Ok, il y en a plein, vas-y, MVP de Tizzy Miller. Alors, deuxième son, on va parler dans le R&B. R&B, il y en a tellement. Il y en a tellement. Vas-y, le son de R&B qui m'a bien choqué ces dernières années, c'était Ipendogo. Oui. Et il m'avait bien choqué. Et c'est Tu m'en mal. Il est génial, ce son. Et je pourrais sortir tellement de trucs de sa discographie. J'adore ce qu'il fait. Je le trouve trop fort. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Je dis ça, putain, je suis vraiment un fan, frère. Je suis trop fan de ce qu'il fait. J'adore vraiment ce qu'il fait. J'ai eu la chance de le rencontrer en avant-première des Loups-Garous. La Farid avait sorti sa série Loups-Garous. Il y avait une avant-première au Grand Rex. J'attendais ma femme et je le croise. Et je lui ai dit, j'adore ce que tu fais. Et en plus, il habite à Nantes. Et donc, je lui ai dit, mais moi aussi, j'ai grandi à Nantes et tout. Et en plus, il a genre 1 an de moins que moi. Et il habite dans un quartier où j'ai grandi. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on était dans la même école. Et il m'a dit, non, j'ai pas grandi dans ce quartier-là. Okay. Donc, bref. Et donc, je suis trop content. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ma femme, à l'époque, genre, j'avais du mal à... Tu sais, quand j'avais pris son contact et que j'avais vu ses réseaux, j'avais trop peur de lui parler. Et donc, parce que j'étais intimidé, elle est trop belle. Et bref, elle avait fait une story où elle m'a dit, putain, avec le temps, que c'était une story où elle attendait qu'au moins je réagisse pour lancer la conversation, tu vois. Et elle avait mis un son de Ipendogo, et c'était le son Photoshop, je crois. Ok. Ouais, je crois oui, c'est vrai. Ouais. Et bref, c'était ce son-là. Ok. Putain, c'est ouf. Et j'aimerais trop le voir en concert. En live, c'est une dinguerie. En live, ouais, de zinzin. Tu m'en mal en live, ouais, je vais crier de zinzin. Ok, en R&B, j'ai dit lui. Donc, oh là là, putain, non, je suis obligé de faire d'autres R&B, frère. Il y a trop de R&B. Ok, un autre son R&B. Vas-y. Lissandro Cucci, feat Monsieur Nov. Reviens. Ou rentre à la maison, je sais plus. C'est ce son-là, il est génial. En fait, imagine. Parce qu'en plus, moi, j'écoute ça, mais moi, je suis marié, tu vois, tout va bien. Mais je sais pas, j'ai réussi à me rentrer dans... Le son, il est trop bien. Je l'ai trouvé génial. Il est trop bien fait. Le featuring, on dirait que c'est des frères, quoi, limite, dans ce son, quoi. Il y a vraiment pas un artiste qui est au-dessus de l'autre, qui vole la vedette à l'autre et tout. On a les deux... On a les deux styles, les deux voix, et c'est génial. Voilà, je vais écouter ce troisième son. Allez, quatrième son, je vais mettre un son de mon enfance, tout simplement, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. C'est Mon papa à moi. Tu vois, c'est lequel? Mon papa à moi est un gangster. J'aime trop cette musique parce qu'elle me rappelle juste mon enfance, tout simplement. Il paraîtrait que quand j'étais petit, j'appelais mon père au téléphone et que j'ai chanté cette chanson et qu'il aimait pas que je chante ça parce que je le traite de gangster dans la chanson, et que mon père il disait à ma mère, c'est toi, tu l'as dit de me chanter ça. Tellement il l'aimait pas, il soupçonnait que c'était ma mère qui était en mode t'as des choses à me faire passer, tu fais passer le petit pour... Parce qu'il paraît, je chantais ça à mon père, tu vois. Et du coup, à chaque fois que j'entends cette chanson, ça me fait penser au daron. Donc voilà, trop content. Et vas-y, dernier son, je vais écouter un son rap de mon enfance que j'ai kiffé et que je connais encore par cœur. Rof feat Amel Bent, Hysteric Love. Le meilleur featuring de l'histoire du rap français. Je l'ai dit. Petite anecdote. Oh, pardon, on va en prendre un 6e. Ouais. Amel Bent, un son d'Amel Bent. Un son d'Amel Bent qui n'est pas très connu, mais c'est un clip qu'elle avait sorti à l'époque pour un peu annoncer son comeback. Et le clip, il a été tourné en plan séquence, donc vraiment en une seule fois. Et en fait, pour la petite anecdote, vraiment, le producteur lui a dit, écoute, là, si tu veux, le cadre, il est magnifique. On peut tourner le clip pendant qu'on désinstalle les projets, la lumière, etc. Mais du coup, les gens, ils vont juste désinstaller et c'est vraiment leur taf. Ils vont faire leur taf parce que c'est une fin de journée pour eux. Et vas-y, on va filmer en une fois. Il faut juste que là, c'est la seule prise qu'on va faire. Et c'est un son qu'elle avait enregistré genre 4-5 ans plus auparavant. Il m'a dit, il faut que tu le connaisses par cœur parce qu'il n'y aura pas de seconde chance. Et elle a dit, t'en fais pas, le son, je le connais par cœur. Et il est filmé en une fois.
trop Ouais. bien. Le son, il s'appelle Une Star. Il est génial. C'est un de mes sons préférés Ok. d'Amel Bent, alors que bon, bah, c'est pas le C'est son pas un le classique, plus- ouais. C'est pas un classique de sa carrière. Hein. C'est un de mes sons préférés. Je dirais franchement top 3 des sons de la carrière d'Amel Bent. Ok. Une Star. C'était incroyable. Ah. Ça a donné plus que ce qu'il m'en fallait. Ouais, petite anecdote du coup. Amel Bent, j'ai une petite vidéo d'elle dans mon téléphone qui dit Coucou Yazid, c'est Amel Bent, je te fais des gros bisous. Le fan. Ouais, et comment Original. envoyer. Et j'étais trop content, frère. C'est vraiment, j'ai réussi à jouer des contacts. Je connais quelqu'un qui connaît Amel Bent. Ok. Et j'ai réussi à avoir la vidéo. J'étais trop content. C'est incroyable. Et la vidéo, après, je l'ai renvoyée à Amel Bent et j'ai dit merci avec un cœur. J'étais trop content. Et première fois que j'ai vu Rof et Amel Bent en concert, justement, ils ont fait Hysteric Love. Et j'ai pris en photo. C'était au Bercy de Rof. Et j'ai mis en story. Et Amel Bent, elle m'avait riposte. J'ai été trop fier. C'est là vraiment là. un de mes sons préférés de toute l'histoire du rap français. Et donc, j'ai vu Amel Bent, j'ai vu Rof. Et bref, voilà. La régalade, Magnifique. frère. Belle Je suis un histoire. grand fan. Ça, c'est vraiment l'amour de la musique, ça. Ah ouais, putain, j'ai même pas parlé d'Amel Bent depuis tout le début, là. Ouais, Oh, je suis une merde. Et c'est vraiment la fin, mais j'ai tellement de choses à dire sur Amel Bent. Et genre, à un moment, j'étais vraiment trop fan, quoi. C'est cet album-là, j'ai oublié comment il s'appelle, cet album qu'elle a sorti vers 2020 ou 2021. J'ai adoré cet album-là. Parce qu'au début, il y a eu l'album, le tout premier, où elle a sorti Ma philosophie, etc. Après, il y a eu un virage pop qui m'avait un peu moins plu, donc j'étais descendu du train. Et en fait, après, justement, elle a fait son comeback avec cet album-là que j'ai trouvé exceptionnel. bien fait. Là, son dernier album, il m'a un peu moins marqué, il m'a un peu moins touché, mais cet album-là qu'elle avait sorti en même 2019, j'ai trouvé exceptionnel. Ouais. Voilà. Ah, trop fort. Ouais. Mais- Dédicace. Toi aussi, on fera- invité à vie à mon spectacle Amel Bent. Mais là, on arrive à la fin de l'épisode, Yazid. Yeah. Il est l'heure pour moi de te remercier déjà d'être venu. J'espère que ça passe un bon moment, en Je vrai. me suis régalé. Franchement, ça fait trop plaisir. Pour moi, c'était mon premier épisode de la saison, mon Ok. épisode préféré De la d'ores saison. et déjà. Ouais, mais ça régale. Je suis trop Magnifique. content. Mais si on peut donner un peu tes actus avant de finir, toi, bon là, l'été vient de passer, t'as joué au point virgule tout l'été, mais Yes. ça continue. Of course. Ça continue jusqu'en décembre, là, c'est programmé. Ouais. Jusqu'en décembre, il y a même. J'ai fait un truc de fou, là. J'ai fait 26 et 27 décembre. Allez, Pile après Noël. Je me suis dit, vas-y, j'enchaîne 2 jours. Et incroyable. voilà, pour ceux qui fêtent pas Noël, ramenez-vous. On est ensemble. Je dis ça, mais en plus, moi, je serai avec ma belle famille, donc je vais fêter Noël. Ouais. Et, sinon, c'est 2 fois par mois. Ouais, 2 fois par mois, là, à partir de septembre au point virgule. 2 fois Et par là, mois. pour les Lillois, je sais pas si le podcast il sort avant le 13 septembre. Ça sort avant, ouais. Et bah, le 13 septembre, je joue à Lille. Je sais plus exactement dans quel lieu. Donc, C'est n'hésitez le pas. Bazar Comedy C'est Club. dans le Bazar Comedy Club. Donc voilà, il reste encore des places. On avait vendu la moitié des places en une fois. Parce que j'étais venu avec Paul au Sébastopol. On avait joué, j'ai fait la promo. Donc voilà, les gens étaient venus, ça s'est bien passé. Et là, du coup, vu que je retourne pas à Lille depuis, j'espère que les auditeurs du podcast viendront au Bazar pour qu'on soit sold out. Franchement, j'y crois. Bah, let's go. Je croise les fingers. J'y crois, let's go. En tout cas, on ne te souhaite que du bonheur. Yeah. Pour mes petits auditeurs, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. De gros bisous. Et j'ai toujours un petit rituel à la fin du podcast, c'est regard caméra. Je regarde ta caméra. Ouais. Je fais 1, 2, 3, bisous. R&B un peu. Allez, 1, 2, 3. Bisous. Yeah. Ok.